Maghreb Orient Express, bienvenue à tous dans ce numéro inédit, entièrement dédié à la langue française à l'occasion du 15e sommet de la francophonie de Dakar. MO donne la parole à deux poètes, une libanaise et un palestinien, qui ne pourraient pas se passer du français. Vous découvrirez également le potentiel du rayonnement de la langue francophone et de la langue française grâce au numérique. Rita Badoura, bienvenue à vous. Vous êtes poète donc. Vous êtes l'auteur de Parler étrangement dans la collection IF aux éditions belges. L'Arbre à parole. Avec nous également Amir Hassan, poète également, bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de nouvelles publiées dans Écho de Palestine. Le tome 4 vient de sortir. Des nouvelles donc qui sont publiées grâce aux éditions du littéraire et vous avez récemment obtenu le premier prix de la poésie à Lali 2014 à Paris. Jérémy Lachal, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Bibliothèques sans frontières, à l'origine de l'ID's Box, la médiathèque portative pour les situations d'urgence humanitaire. On va voir en quoi consiste votre projet. Hélène Mérillon, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente et la cofondatrice de la bibliothèque numérique francophone. Ça s'appelle YouBooks. On saura tout à l'heure grâce à vous. Avant de vous entendre, mesdames et messieurs, direction Dakar au Sénégal, où l'on retrouve notre envoyée spéciale Linda Giguère. Bonjour Linda, il est un peu plus de 13h à Dakar, un peu plus de 14h à Paris. On attend toujours le nom du successeur d'Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'OIF. Qu'en est-il à l'heure qu'il est, Linda ? Eh bien Mohamed, le mystère le plus absolu règne en ce moment. Le suspense aura décidément duré jusqu'au bout. Alors qu'il est, la francophonie n'a toujours pas désigné son futur secrétaire général. Alors les dernières informations sont les suivantes. Il n'y aurait plus que 2 candidats dans les esprits des chefs d'État. Le Congolais Henri Lopez et puis la Canadienne Michaëlle Jean. Selon nos toutes dernières informations, le président congolais Denis Sassou Nguesso serait dans une colère noire, ce qui semble être un mauvais signe pour son candidat. Alors, face à l'absence de consensus, le Sénégal a proposé il y a quelques minutes de passer au vote. Le vote, c'est exactement ce que souhaitaient éviter plusieurs pays africains qui estiment qu'un vote à bulletin secret, notamment, va favoriser la Canadienne Michaëlle Jean. La Canadienne Michaëlle Jean, qui est donc une non-africaine, qui est une femme et qui veut impulser une vraie dynamique à la francophonie. Alors, qui des deux sera le successeur d'Abdou Diouf? Eh bien, on aura peut-être la réponse un peu plus tard dans la journée. Et peut-être d'ici la fin de Maghreb Orient Express. Linda, si c'est le cas, on vous retrouve bien entendu en direct de Dakar au Sénégal. Amir Hassan, je le disais, et ce n'était pas exagéré, vous ne pouvez plus vous passer de la langue française. Comment fait-on, la question me taraude, comment fait-on pour écrire dans une langue qui n'est pas la sienne, pour décrire ses souffrances, pour raconter ses espoirs ? On essaye d'abord de penser en cette langue. Et quand on commence à apprendre une langue, on garde toujours la pensée dans la langue maternelle. Et avec le temps, on commence à penser en cette langue. Donc, on commence à avoir des sentiments, on commence à aimer des gens à travers cette langue. On commence à faire des rencontres dans cette langue. Donc, il y a tout un réseau de connaissances, de sentiments, d'émotions qui se construit dans cette langue. Donc l'écriture dans cette langue devient beaucoup plus facile. Et en quoi cette langue vous offre-t-elle, si l'on peut dire, un espace de liberté ? Par exemple, à Gaza, d'où vous êtes originaire, où il y a ce blocus, ou alors pour des Palestiniens de Cisjordanie, où il y a des checkpoints, où il y a la colonisation. En quoi est-ce pour vous aussi un espace de liberté ? Quand j'ai appris le français, j'ai senti que je ne faisais plus partie de ce blocus. Ça veut dire j'avais tout un monde qui me comprenait, que je comprenais à travers la francophonie. Je n'étais pas tout seul, j'avais d'autres projets, d'autres idées. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Donc j'ai oublié entre-temps la guerre, les bombardements, le blocus, parce que j'avais tout ce projet, la francophonie, tous ces pays. Comme patrie. Oui, et comme aussi un avenir, parce que la francophonie, c'est un beau mot qui nous donne la possibilité de faire des projets, de rencontrer des gens partout dans le monde. Donc je ne me sentais plus seul quand j'ai commencé à apprendre le français. Rita Badoura, penser dans sa nouvelle langue, c'est ce que vous avez vécu aussi ? Moi, je ne pourrais pas vraiment parler de nouvelle langue. J'ai appris le français très jeune, au Liban, très très jeune, petite.
bébé. Donc à la maison, on parle libanais, mais mes parents m'apprenaient aussi les équivalents des mots en français. Et puis j'étais dans une école qui était... Parce qu'au Liban, en fait, on apprend 2 langues, soit l'arabe et l'anglais en général, soit l'arabe et le français. Donc j'étais dans une école où on apprenait l'arabe et le français au tout début. Donc on va dire que c'est venu... C'était quelque chose qui m'a accompagnée, qui a accompagné le fait de grandir, je dirais ça. Après, donc ça n'a jamais été une nouvelle langue. Par contre, ça a été une autre langue, une forme d'altérité qui ramenait... j'ai eu une petite résonance par rapport à ce qu'Amir disait, par rapport au fait peut-être de pouvoir se créer un imaginaire qui permet d'échapper à un quotidien qui pouvait être difficile. Par rapport... je suis née durant la guerre, comme beaucoup de gens. J'ai vécu toute ma vie au Liban jusqu'aux 5-6 dernières années. Donc je pense que c'était une langue qui m'a apporté... un autre horizon. Et au Liban, il y a beaucoup de gens qui écrivent, pendant longtemps, j'ai écrit dans les 2 langues d'ailleurs. Et puis à un moment, il a fallu, d'une manière... parce que c'est un travail. Et vous racontez dans votre livre d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler, ce que vous appelez ce double exil, votre écartèlement entre votre langue maternelle, donc l'arabe libanais, et le français que vous avez appris très tôt. Vous vivez en France depuis 2008, depuis 6 ans maintenant. On a le sentiment que ces 2 langues, qu'elles soient l'arabe libanais ou le français, ne disent finalement qu'une partie de vous-même. Oui, je pense de toute façon qu'une langue, elle ne dit jamais ce qu'on est. Une langue, c'est quelque chose de toujours parcellaire, qui est pour tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il y a la musique, c'est pour ça qu'il y a les yeux, les gens se parlent en se regardant, c'est pour ça qu'il y a la beauté et tout ce qu'on se transmet avec le corps, avec les gestes. Donc je pense qu'une langue, on est toujours... C'est une forme d'exil, une langue. Dès qu'on parle, on perd quelque chose. Après, je pense aussi que je n'ai... Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que dans quelle langue vous rêvez ou dans quelle langue vous... Le libanais est toujours en moi. Et quand je me laisse aller, je vais pouvoir mélanger les langues ou faire ce qu'on appelle des libanismes chez nous. Mais je sais que dans chaque pays, on parle plusieurs langues, on le fait. Ça veut dire qu'on va parler le français d'une manière parfois différente parce qu'elle est imprégnée des structures de la langue de naissance. C'est le fameux bonjourine, par exemple, de bonjour. Bonjourine, par exemple, ou même faire toute une phrase en français sans mettre des mots d'arabe, mais dont la structure, dont la syntaxe est influencée par le libanais. Et je pense que ce que j'essaie de dire, parce que c'est vrai, ce dernier livre, il parle de ça, de ce rapport à la langue qui a changé quand je me suis installée ici, parce que parler le français, même si beaucoup de gens au Liban parlent le français, le parler ou l'écrire au Liban, même en venant parfois en France, c'était pas pareil pour moi que venir vivre ici et découvrir les gens dont, même si une langue n'appartient à personne et que tout le monde peut se l'approprier, mais découvrir ce que c'est que les Français d'aujourd'hui, pas ceux que j'ai pu rencontrer au Liban dans des voyages, ce qu'est un peuple, une société telle qu'elle est, un certain état de son évolution, de son histoire, et de comprendre que cette langue, elle est aussi différente, éparpillée, même à l'intérieur de ce pays. Je ne parle même pas des différents pays qui parlent français. À des évolutions. Voilà, et des conflits internes. Et du coup, c'était vraiment une vraie crise pour moi. Pourquoi est-ce que j'écris en français? Est-ce que j'ai vraiment encore envie d'écrire? En fait, j'avais un peu perdu cette envie. Et ça a été tout un voyage en moi pour comprendre comment je la parle, cette langue, comment je l'écris, et voir à quel point, en fait, je pense que quand on est né, ça dépend de l'histoire de chacun. Mais pour et moi, bientôt aussi, où est-ce qu'on vous lit? Parce que pas forcément que sur du papier. Oui. Hélène Mérillon, vous avez lancé il y a un peu plus de 2 ans YouBooks avec 2 associés que l'on cite, Vincent Daubry et Fabien Saulement. J'espère que je le prononce bien. YouBooks, c'est une application téléchargeable gratuitement. Dites-le moi si je me trompe. Alors que nous permet-elle et comment ça marche? C'est très simple. En fait, YouBooks, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque virtuelle, aujourd'hui de 100 000 livres, qui sont essentiellement francophones et disponibles sur un principe d'abonnement. Donc on s'abonne à YouBooks, ça coûte 9,99 € par mois, et puis on peut lire à volonté, de façon illimitée, sur son smartphone ou sa tablette, tous les livres qu'on souhaite dans la bibliothèque. Voilà. Combien vous avez d'inscrits à l'heure qu'il est? Alors on a plus de 550 000 inscrits au service YouBooks, donc on a connu une croissance très forte depuis 2 ans, et près d'un tiers qui sont des lecteurs en dehors de France. Donc on a un grand succès dans la francophonie.
Le principe de YouBooks aussi, c'est qu'on peut essayer gratuitement le service. Voilà, donc c'est un abonnement, mais on peut l'essayer gratuitement. Et cet accès gratuit, il permet de lire en étant connecté à Internet, parmi un catalogue plus restreint et financé par des bannières publicitaires. Voilà, donc il y a 2 types d'accès à YouBooks. Une lecture gratuite financée par la publicité, accessible à tous et au plus grand nombre, et puis un abonnement illimité qui reste à un prix très très abordable aussi. Qu'est-ce que ça change selon vous par rapport aux livres classiques tels qu'on est habitué à lire, tenir un livre en main? Qu'est-ce que ça change de venir vers vous? Alors, on entend souvent une opposition entre le livre papier, le livre numérique. Ah là là, mais est-ce que ça va remplacer ce livre papier que tout le monde aime? Alors, nous, on ne pense pas du tout. Nous, on pense que le livre numérique, c'est une formidable opportunité pour la lecture et pour le livre, parce que c'est la façon la plus simple de rendre accessible à tous, et surtout à tous les petits moments du quotidien, en fait, tous les livres qu'on aime. Et le principe de YouBooks, la belle idée qui était née en effet il y a un peu plus de 2 ans, eh bien c'était ça. C'était de récupérer tous les petits moments perdus de la journée en mobilité grâce à son smartphone et sa tablette pour lire. Et pour développer la lecture aussi auprès de publics qui peut-être ne sont pas très coutumiers des librairies. Et donc, nous, on a un jeune lectorat. Ça, livre francophone, bien entendu. Quels sont les genres qui cartonnent le plus, si l'on peut dire? La bande dessinée, peut-être? Alors, la bande dessinée, les mangas, grand succès. Mais on a aussi beaucoup de succès avec les romans policiers, la fiction, de manière générale, la littérature classique. C'est un grand carton aussi. Et puis, on a des livres de cuisine, on a des guides voyage. La lecture chez YouBooks, c'est pas uniquement de la littérature, c'est pas la lecture uniquement littéraire, c'est la lecture pour se divertir, pour s'évader. Je crois que c'est de toute façon l'objet de toute lecture, mais on est très très large en termes de catégories. Oui. Jérémy Lachal, Bibliothèques sans frontières, Libraries Without Borders est une organisation non gouvernementale créée il y a maintenant 7 ans. Quelle est sa vocation ? Bibliothèques sans frontières vient en appui aux bibliothèques dans le monde entier. On a je dirais, ce principe qui est de dire que la bibliothèque, c'est pas simplement un endroit qui abrite des livres, c'est un espace où les gens viennent se rencontrer, viennent construire ensemble des projets, viennent s'ouvrir sur le monde, s'éduquer, s'informer. Et justement avec cette idée que la bibliothèque réunit les gens et permet de créer les futurs possibles. Alors, il y a quelque chose d'assez fascinant quand on voit les migrants, les réfugiés, quand il y a des crises dans le monde, par exemple en ce moment les réfugiés syriens, il y a souvent ce regard misérabiliste. Alors ce sont bien entendu des gens dont le destin est terrible, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce sont aussi parfois des étudiants, ou pas forcément d'ailleurs, qui disent « je n'ai même plus un livre en fait, je n'ai rien, je peux même plus lire ». Bien sûr. Le temps moyen passé par un réfugié dans un camp dans le monde, c'est 17 ans. Ce chiffre est absolument terrifiant. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne va pas être ça pour tout le monde, mais c'est une moyenne. Quand on va passer 17 ans dans un camp de réfugiés, alors évidemment, le logement, la nourriture, les soins sont extrêmement importants. Mais très vite, en fait, il manque ce qui fait nous des êtres humains. La possibilité de s'informer, de communiquer, de lire, d'écrire. Et ça touche 45 millions de personnes aujourd'hui. Alors évidemment, on parle beaucoup de la crise syrienne. 3 600 000 personnes aujourd'hui réfugiées hors de Syrie, sans compter les déplacés à l'intérieur du pays. Et la moitié d'entre eux ont moins de 18 ans. On a aujourd'hui un drame dont on parle très peu, en fait, parce qu'évidemment, quand on est à la télé, quand on regarde des images, on voit les immeubles détruits. Mais quand on pense qu'une génération entière d'enfants qui ont moins de 18 ans vont pas aller à l'école, la moitié d'entre eux vont pas à l'école aujourd'hui, sont pas scolarisés, comment vont se construire les futurs? Et c'est là où, effectivement, il est extrêmement important non seulement d'aider ces populations en apportant la nourriture, le soin, le logement, mais aussi de leur donner la possibilité de se construire un Alors futur, justement, votre projet phare, vous, c'est la Xbox. Est-ce que vous allez pouvoir l'apporter justement à des Syriens? Je crois qu'un projet est en cours en Jordanie, par exemple. Oui, tout à fait. Dès le début de l'année prochaine, une première Xbox sera implantée donc, dans le camp de réfugiés de Asrak en Jordanie, qui est un des nouveaux camps qui vient de voir le jour, parce que les réfugiés continuent d'affluer. Et cette box, c'est une médiathèque en kit portative, vous l'avez très bien dit, kit
tient sur 2 palettes, on le voit à l'écran, et quand elle se déploie, quand elle s'ouvre, on va avoir une bibliothèque avec des livres papier, on va avoir un accès Internet satellitaire ou 3G en fonction de la zone, avec des tablettes, des ordinateurs pour se connecter à Internet, un cinéma pour diffuser des films, des documentaires, des films de prévention aussi, c'est extrêmement important. Souvent, l'image est le média numéro 1 qui est compréhensible par tout le monde. On va aussi trouver beaucoup d'outils créatifs. Parce que ce qui nous intéresse derrière tout ça, c'est qu'on travaille beaucoup sur le contenu. Dans chaque zone de déploiement, le contenu est adapté. Alors, typiquement, là, en Jordanie, au Liban, on travaille avec des experts de l'éducation au niveau local pour avoir le contenu le mieux adapté. Mais ce qu'on veut le plus, c'est que les gens puissent s'approprier complètement le dispositif et créer eux-mêmes leur contenu. Alors à l'intérieur, il y a des caméras, il y a de quoi faire des ateliers d'art plastique, de composer des blogs, des journaux, des choses comme ça. En langue française, vous vous adaptez en Haïti, on imagine en français. Pour ce qui s'agit des Syriens et de la Jordanie, plutôt l'anglais ou... De l'arabe. Arabe, bien sûr. De l'arabe, évidemment. De l'anglais, du français. Prenons le cas du Liban, c'est extrêmement compliqué quand on est enfant syrien et qu'on arrive au Liban et qu'il faut être scolarisé au Liban en français ou en anglais, alors qu'on a été scolarisé toute sa vie en arabe. Voilà, on comprend le retard des enfants, on comprend la déscolarisation des enfants. Donc il y a tout ce travail-là aussi de comment on match ce retard, comment on fait ce rattrapage. Et c'est pas simplement en mettant que de l'arabe, mais aussi de l'anglais, du français et d'autres langues, pourquoi pas. Amir Hassan, pour rebondir sur ce que disait Jérémy Lachal, il y a bien entendu les immeubles détruits. Il y a aussi, lors des bombardements israéliens sur Gaza, une image qui a fait le tour du monde, vous l'avez sans doute vu, c'est cette fillette qui va chercher dans les décombres, dans les ruines, des livres scolaires. Que dit pour vous cette image ? Ça dit la volonté de la vie qui triomphe sur la mort à chaque fois dans une ville où les bombardements sont intensifs ou sont réguliers. Et on ne peut pas arrêter l'école parce qu'il y a des bombardements. Les gens, ils ont besoin d'aller à l'école. C'est la seule chose, je crois, qui reste aujourd'hui pour cette génération, c'est l'éducation. Et à travers cette éducation, les gens voyagent à travers le savoir, la culture. On ne peut pas vaincre un peuple cultivé. Et c'est le message que la majorité des Palestiniens ont compris depuis très très longtemps. Je rappelle que le peuple palestinien est l'un des peuples les plus éduqués dans le monde arabe, parce qu'il y a ce besoin d'aller vers l'information, d'aller à l'école, d'aller à l'université pour avoir un bel avenir. Alors j'aimerais lire un extrait de votre poème « Qu'allais-tu faire à Gaza ?» Point d'interrogation. Entre les ruines des souvenirs et les cadavres des roses, entre les maisons du camp et les verbes du passé simple, entre les vagues aveugles qui embrassent tes pieds et le sable brillant qui te brûle les yeux, entre un ciel qui ne ressemble à rien et un temps qui passe sans passer, entre ces gens perdus sur le chemin de la vie et entre ces deux destins jumeaux qui s'entretuent, qu'allais-tu dire à Gaza? Comment aujourd'hui pouvez-vous raconter les souffrances de ce qui se passe dans ce territoire où vous avez encore de la famille, où au fond, la plupart des grands médias ne parlent pratiquement jamais, si ce n'est qu'en cas de guerre, entre guillemets? Malheureusement, parce que Gaza, c'est pas seulement la guerre. Gaza, c'est 2 millions d'habitants qui vivent sur un territoire de 360 km². C'est la première densité dans le monde. Il y a des choses qui se passent à Gaza. C'est une grande ville où il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup de centres culturels. Et on parle de Gaza que quand il y a l'agression ou la guerre. Alors qu'à Gaza, il y a toute cette génération, toute cette jeunesse qui est porteuse d'espoir. Et moi, j'aimerais changer ce regard vers Gaza que les gens portent malheureusement à travers les médias sur Gaza. C'est pour ça que j'essaye d'écrire. J'écris en français de la poésie, des nouvelles pour parler de Gaza autrement. Un mot peut-être, mardi, le 2 décembre, les députés français vont se prononcer à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance ou non d'un État de Palestine indépendant. Certains pays l'ont déjà fait. Le Parlement britannique, la Suède l'a fait au niveau étatique. Comment accueillez-vous cette initiative ? Je trouve que c'est une excellente initiative, surtout qu'il est temps aujourd'hui de dire que la communauté internationale tient toujours ses engagements, tient toujours à cette résolution de l'ONU, le fait qu'il y ait un État palestinien. Ça fait 66 ans qu'Israël existe et le temps que la Palestine existe aujourd'hui. Donc pour ceux qui disent que ce n'est pas encore le moment, je demanderais c'est quand alors le moment ? Rita Badoura, j'ai perdu la langue maternelle le jour où ma mère m'a perdu au marché, celui même où sa mère l'a perdu. Enfant, que je trouve la parole comme elle trouve le chemin de la maison, que je parle une langue, n'importe laquelle, cette langue est provisoire et se nomme natale. C'est clairement ce que vous nous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Alors au Liban, les langues sont souvent aussi l'objet de controverses.
il y a une question identitaire aussi qui s'y mêle, français, arabe, anglais. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout cela? Est-ce que vous pensez qu'on accorde souvent trop d'importance à cette question d'identité, souvent dont la langue est le vecteur d'ailleurs? Vous voulez dire au Liban? Oui, au Liban même. Oui, je pense vous avez évoqué tout à l'heure la France, où vous dites que tout n'est pas toujours si simple aussi. Oui, mais... oui. Non, je pense clairement qu'il y a une problématique identitaire très profonde au Liban qui est loin d'être encore réellement pensée, dans le sens de réfléchi. Oui. Donc la langue, c'est juste une des manifestations de cette problématique identitaire, mais c'est un tout petit pays avec une histoire assez complexe, lourde. Rien que la guerre civile et la guerre avec une grande partie des voisins, donc une période avec la Syrie, Israël, une partie de l'histoire qui est nouée avec l'histoire de la Palestine aussi, le reste du fait que l'Empire ottoman a été défait, comment après les grandes puissances ont géré tout ça et comment nous... Je pense qu'il y a clairement une nécessité de s'approprier une histoire, de s'approprier aussi sa mémoire. Et comme je ne sais pas si vous le savez, mais on n'a pas, en fait, dans nos livres d'histoire, autant en arabe qu'en français, d'histoire du Liban, ça s'arrête à la fin de l'Empire ottoman. Oui. Ça veut dire que tout ce qui a suivi après, on ne l'apprend pas. Après, on nous l'injecte dépendamment parfois de la communauté à laquelle on appartient, du groupe politique, si on est politisé, dans la famille ou pas. Mais il n'y a pas eu encore. Il y a des sortes de ramifications comme ça. Il y a des groupes de gens ou des gens qui font des réflexions un peu indépendantes. On le voit dans la littérature parfois, dans le cinéma, chez les artistes, chez ça. Mais officiellement, je pense qu'il faut qu'un peuple entier, par des moyens différents, par des volontés différentes, puisse s'approprier son histoire. Pas forcément parce que l'argument, c'est qu'on ne peut pas s'entendre sur une même version, comme il y a eu beaucoup de guerres fratricides, parfois même au sein d'une même communauté. C'est ça, soi-disant, l'obstacle. Alors que je pense que le but, c'est pas forcément de s'entendre... Il n'y a aucun pays où les gens sont tous d'accord sur les versions de l'histoire, mais c'est de s'approprier le passé. Et je pense qu'à partir de là, le fait de parler plusieurs langues c'est pas un problème, c'est une richesse. Ouais, c'est juste, richesse. Voilà, je pense que c'est plus le fait d'apprivoiser son histoire, en fait. On va prendre maintenant la direction de Tunis, où nous attend Dora Bouchoucha, directrice des journées cinématographiques de Carthage. Le coup d'envoi de la 25e édition a été donné hier. Alors les JCC, c'est jusqu'au 6 décembre, dans 14 salles de cinéma. Dora Bouchoucha, première question, tout simplement, comment ça s'est passé hier, l'ouverture ? Écoutez, bonjour, ça s'est plutôt bien passé. On avait très peur parce que le théâtre qui abrite la soirée de l'ouverture est plutôt petit et tout le monde voulait être là. On a essayé de gérer, on a retransmis en direct dans une autre salle à côté, toute l'ouverture et le film. Pour le moment, les retours ne sont pas trop négatifs. J'espère que le reste suivra. Alors, pour la première fois, Dora Bouchoucha, les JCC seront aussi délocalisés, entre guillemets, si l'on peut dire. Jendouba, Menzel, Bourguiba, Kérouan, Tala, Gafsa, mais aussi Médénine. Des projections vont se dérouler aussi dans les salles de Jendouba, pardon. Pourquoi ce choix d'ouvrir ? Parce que, on a voulu faire plus de régions, mais c'était vraiment organiser un autre festival. On n'avait pas le temps de le faire dans plus de régions. Nous nous sommes limités pour cette première fois aux régions qui étaient en demande et où il était facile de montrer les films. Mais j'espère que le comité qui suivra après nous, et d'ailleurs ça se fera, ils seront dans toute la République. Et je pense que c'est possible maintenant que le festival va être annuel et que le comité permanent travaillera toute l'année, donc ça sera possible. Mais comme était la configuration du festival telle qu'elle était, c'est-à-dire tous les 2 ans et quelques mois avant le festival, on organise très vite, on essaye de bien faire.
Mais cette année, ça a été un défi pour nous de le faire au moins dans 6 régions. Voilà. Alors Dora Bouchoucha, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que 15 films seront en lice dans la catégorie des longs métrages, dont un Tunisien, Bidoun 2 de Gilani Saadi. Le président du jury cette année pour les longs métrages, ce sera l'acteur américain Danny Glover. Et puis on précise un hommage au cinéaste syrien engagé dans le documentaire. Il s'appelle Omar Amiralay, dont le film La vie quotidienne dans un village syrien de 1974 a été primé au Festival de Berlin. Il nous reste du temps. On n'a toujours pas le nom du nouveau secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ça viendra peut-être d'ici à les 2 minutes. Sinon, bien entendu, dans les éditions de TV5 Monde. À tous les deux, peut-être une question en quelques mots sur le numérique. Que peut le numérique pour la langue française? Peut-être d'abord vous, Hélène Morillon. Alors moi, quand j'ai démarré ce projet, au début, on m'a dit super projet, mais il faut le faire aux US. Ouais. Alors, non, pas du tout, parce que la francophonie, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui sont liées par une chose qui est l'amour de la lecture, beaucoup plus que les anglophones. Et donc, c'était pour ça qu'on a démarré ce projet, bon, outre le fait qu'on est français, qu'on l'a démarré en France. Et ce que peut apporter le livre numérique, c'est vraiment de rendre la lecture plus accessible et de toucher cette communauté francophone partout dans le monde de façon très facile, parce que les applications qu'on peut télécharger partout dans le monde, dans lesquelles on peut partager une bibliothèque ensemble, ça crée des liens et ça permet véritablement de créer un service accessible de lecture qui s'adapte directement aux nouveaux usages. Jérémy Lachal, pareil en quelques mots. En général, c'est l'anglais, la langue du numérique. Vous prouvez aussi le contraire. Oui, je crois que c'est pas vrai. En fait, c'est que le numérique, c'est l'accessibilité, hein, comme vous le dites très bien. Je crois que en réalité, vous savez, dans l'IDS Box, on peut mettre 300 livres papier. On a tenu à ce qu'il y ait des livres papier, parce que c'est important d'avoir les deux, et notamment pour les enfants, de découvrir l'objet livre. Mais on peut mettre 30 000, 300 000 livres numériques, autant qu'on veut. Et ça, je veux dire, c'est... Voilà, toute la réponse tient dans ces 2 chiffres. C'est que finalement, le numérique, on l'amène partout. Et on peut l'amener sur des téléphones portables, sur des liseuses, sur des tablettes, sur des ordinateurs. Et c'est universel. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce numéro. J'oubliais de vous dire que dans 2 semaines, numéro spécial justement dans le cadre des journées cinématographiques de Carthage à Tunis. À très vite sur TV5 Monde, à dimanche prochain pour un nouveau numéro.